Je suis manager. Alors, je suis manager de chanteuses, essentiellement. De chanteurs, un petit peu. Moi, je suis dans le métier de la musique depuis une trentaine d'années déjà. Enfin, on va dire 28 ans, on va pas non plus mitonner. Mais une trentaine d'années, on va dire, pour être un peu plus rond. J'ai fait pas mal de métiers différents, en fait. J'ai commencé en tant qu'artiste, en tant que chanteur. D'accord. Et après, j'étais ingénieur du son. Après, réalisateur. Et ensuite, j'ai dirigé mon propre label, qui était un label de hip-hop. D'accord. Tiens-toi bien. Parce que maintenant, je travaille pour des jeunes femmes blondes, très pop, etc. Alors que je viens quand même un peu du hip-hop. Donc c'est intéressant. Donc ensuite, j'ai fermé mon label. Je me suis occupé de promotion dans différents labels. Ensuite, j'étais directeur artistique pour un label italien qui s'appelle Carosello. Donc c'est vraiment par un concours de circonstances. Donc j'ai travaillé 8 ans pour eux, c'était très intéressant. Et donc depuis près d'une dizaine d'années, depuis 2009, je fais du management. D'accord. Alors, Voilà. quels artistes travailles-tu en ce moment, par exemple? Alors je cumule deux métiers. C'est d'un côté le management et de l'autre côté le boulot d'agent. Alors si je mélange les deux métiers, là je travaille pour Nina Hagen. D'accord. Donc voilà, la punk des années 80. Je travaille pour Jennifer Page, qui est une chanteuse américaine qui a vendu beaucoup de disques, 11 millions dans son histoire. C'est plutôt pop ça. Oui. Je travaille aussi pour alors des gens un peu moins connus qui sont intéressants. Je travaille pour Olena Utai, qui est une instrumentiste world music chaman. D'accord. Donc c'est un peu spé. Mais voilà, bon, j'ai une douzaine d'artistes en tant qu'agent et 5 artistes en tant que manager. Le manager, en fait, c'est le directeur de carrière de l'artiste. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément obligation de trouver des choses, de ramener, je dirais, des opportunités. Par contre, son job, c'est de donner une bonne direction à la carrière de l'artiste, à assurer une bonne stratégie, à définir les bons objectifs. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus global et de plus structurel. Alors qu'un agent, il a plus un boulot de commercial. C'est-à-dire qu'on va avoir un agent pour trouver des concerts, un agent pour trouver des marques, un agent pour trouver des rôles au cinéma, un agent pour trouver des deals en maison de disques. Et c'est le manager qui engage les agents. Le management ne nécessite pas autant de présence physique que quand on est un assistant personnel. Nous, en tant que Français, on a tendance un peu à confondre les deux jobs. C'est-à-dire, on a l'image de l'agent, on a plus l'image d'un impresario des années 60, c'est-à-dire Orlando, ou voilà, Eddie Barclay, que le métier tel qu'il s'opère actuellement. Un assistant personnel est chargé du bien-être de l'artiste, c'est-à-dire qu'on va éviter que l'artiste pète les plombs au mauvais moment, avant un plateau télé, avant un disque, etc., pour que tout le monde continue de gagner de l'argent. En gros, on va schématiser un peu les choses comme ça. Alors qu'un manager, lui, il va s'occuper de la carrière. Donc, il va pouvoir gérer de loin les choses à partir du moment où il remplit sa fonction, qui est éminemment stratégique. Apple a annoncé l'acquisition de Shazam. 4 jours plus tôt, Spotify rendait public un accord de participation croisée avec le chinois Tencent. De son côté, YouTube, qui dispose déjà d'une offre payante, donc YouTube Red, se prépare à lancer en mars, et pas sur Mars, un nouveau service d'abonnement. Qu'est-ce que ça t'inspire et comment tu vois les évolutions potentielles du marché? Alors, ce que ça m'inspire, c'est quand même 4 cas vraiment différents, quoi. Si on prend Shazam, de toute façon, Apple avait besoin d'un réseau social, ce qu'il n'avait pas. Donc Shazam, parce qu'en France, on a tendance à connaître Shazam du genre, tiens, j'écoute un son, bah qu'est-ce que c'est? Un peu bourré entre deux mojitos à 3h du mat. Ah, c'est bien ça, c'est quoi? Voilà. Alors qu'en fait, moi, ce que j'ai découvert, notamment en travaillant pour Jennifer Page, parce que bon, j'ai fait tout. Avant de proposer une stratégie, j'ai regardé tout son écosystème pour regarder où sont ses fans, comment ils consomment la musique, comment ils la consomment, entre guillemets.
Et donc je suis tombé sur ce million, presque 1,5 million de followers sur Shazam. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des followers sur Shazam. Effectivement. Bah oui, parce que je me suis dit, en fait, Shazam, ça sert à rien à part. Non, en fait, il y a des followers et tu peux communiquer avec des millions de followers. D'accord. Tu peux leur indiquer tes dates de concert, tu peux les diriger vers des vidéos, tu peux les diriger vers des chansons, ou tu peux leur recommander d'autres artistes. Voilà. D'accord. Et ça, c'est un truc hyper puissant. Parce que les gens ne viennent pas par hasard par Shazam, enfin vers Shazam. Ils viennent parce qu'ils sont intrigués par une musique. Donc ils sont déjà dans une démarche musicale et de curiosité, et donc c'est super malin ce qu'ils ont fait. Et je pense que Apple a fait une super opération en prenant Shazam. Mais du coup, les indépendants vont perdre un super outil de communication parce qu'on va être prisonnier de Jimmy. C'est ça. Et ouais. Après, Spotify, Tencent, ça c'est compliqué parce que dès qu'on met des Chinois dans la boucle, la Chine c'est tellement énorme et mystérieux qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que bon, Tencent c'est les leaders chinois et Spotify c'est les leaders occidentaux, western. Et on sait aussi que Spotify a du mal à passer la barre des 40%. Enfin, je n'ai pas le pourcentage exact, mais voilà, d'abonnés payants. Donc, à chaque fois qu'ils augmentent le nombre d'utilisateurs, ils n'arrivent pas à inverser le truc. Donc, je crois qu'à l'heure où on parle, ils doivent être à 140 millions d'utilisateurs pour environ 70 millions d'abonnés payants. Et ça reste à vérifier parce qu'ils donnent les chiffres des abonnés payants de juillet avec des utilisateurs de juin. donc du coup, on se demande pourquoi. Ouais, ça peut être intéressant. Je pense pas que ça va changer grand-chose parce qu'on n'est pas chinois, donc bon, je pense pas que c'est... Alors qu'est-ce que ça peut changer pour... on va prendre le parti des indépendants. Qu'est-ce que ça peut changer en fait je dirais, ces grands trusts qui se fabriquent, quelle place ça va laisser aux indépendants? Alors ça, c'est compliqué comme question, parce que Spotify, on a tendance à dire Spotify, c'est une major du streaming, sauf que je pense que c'est ceux qui sont le plus efficaces pour les indépendants en termes d'analyse des data. Ils ont une interface qui s'appelle Spotify for Artists, et quand une fois qu'on a certifié son compte, ou qu'on a certifié son rôle de manager, on a accès aux stats. Et c'est les stats les plus précises qu'on puisse avoir sur les communautés qui suivent un artiste. C'est même plus précis que YouTube. Donc, si Tencent arrive à ouvrir la même chose, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la version chinoise de YouTube, alors ça change tout le temps de nom, mais voilà, ils ont un système en fait de traçage des followers qui est beaucoup plus précis en termes de géolocalisation que YouTube. D'accord. Donc si Tencent amène ça à Spotify, c'est la fête des indépendants. Et si Spotify arrive un petit peu à ouvrir la Chine aux artistes occidentaux, ça peut être la fête des indépendants. Enfin, ce sera limité, parce que, oui, forcément. Ça sera même très limité. Ouais. Donc après, par contre, Shazam, Apple, non, je pense qu'ils ne sont pas du tout branchés liberté des indépendants, par rapport à ce que je ressens. YouTube qui décide de faire des abonnements payants, ils se Spotifyisent un peu, je dirais. Voilà. Je suis mitigé sur Spotify parce que j'ai tendance à conseiller à mes artistes de faire un peu comme Taylor Swift. C'est-à-dire, je suis persuadé que Spotify fait perdre des ventes. Mais en même temps, on n'a pas de meilleur outil pour suivre des communautés. Voilà. Quand je regarde moi, les statistiques de mes artistes, pour le taux de conversion entre du streaming et, alors ça c'est toute plateforme confondue, et de l'achat de single, c'est à peu près 1 sur 2000. Voilà. Du temps du physique, il me fallait pas, j'avais pas besoin d'écouter 2000 fois une chanson pour l'acheter. J'écoutais 20 fois et je l'achetais. Ou j'écoutais 20 fois un album et c'est bon, j'achetais.
donc c'est là où je vois un peu la limite du truc pour les artistes. Et d'un autre côté, j'adore Spotify parce que ces systèmes de recommandation d'artistes par affinité, c'est génial. On peut utiliser de plus en plus Spotify comme un réseau social parce qu'il y a des followers. On peut indiquer les dates via Songkick. Donc Songkick qui est aussi un autre réseau social parce qu'au départ c'est je dirais de l'annonce de concert, mais maintenant ça devient aussi puissant que du Facebook. On annonce nos concerts, mais on a aussi des followers. On a des dizaines ou des vingtaines de milliers de followers. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, Spotify a connecté avec Songkick. Donc maintenant, parce que souvent on me dit, mais comment je fais pour annoncer mes concerts sur Spotify? Bah, tu ouvres un compte sur Songkick. C'est aussi simple que ça. Et tu fais comme Taylor, comme tout le monde. Et tes followers connaissent en temps réel et de façon géolocalisée quel est le concert qui est le plus intéressant pour eux. Je pense qu'au départ, ça part d'un bon mouvement, hein, c'est-à-dire comment empêcher l'envahissement et l'étouffement de la culture française et du génie français, j'allais dire. Mais du coup, on se retrouve dans un corporatisme et un protectionnisme qui nous étouffe un peu. Moi, je dirais qu'il n'a plus le choix, déjà. Bon, donc il va être obligé de l'être. Pourquoi il n'a plus le choix? Parce que les majors, on va commencer par les majors, mais les labels en général, les majors en fait sortent de moins en moins de budget. Ils sortent de moins en moins de budget pour un développement de A à Z. S'ils sortent un budget pour un développement de A à Z, il faut arriver soit très jeune, soit arriver via une émission de télé où ils ont les clés. Voilà. Sinon, il vaut mieux arriver déjà avec un historique, avec des ventes, avec une fanbase, avec déjà, pas un modèle économique, mais au moins une visibilité structurelle. Et ça, l'artiste doit le faire par ses propres moyens et donc est obligé d'activer le côté entrepreneur. Après, le match entre la fusion entre le fait d'être entrepreneur et français et artiste, ça c'est un truc, je pense, qui demande du travail parce que l'artiste a tendance à dire, alors je vais dire l'artiste en général, même l'artiste anglo-saxon, a tendance à dire ouais, mais moi ce que je veux c'est être artiste. Le reste ça m'intéresse pas. Et le français c'est ça puissance 2. Et le reste ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Et malheureusement, l'écosystème ne donne plus le choix d'être intéressé ou de ne pas être intéressé. Et surtout avec les nouvelles générations d'artistes qui ont complètement intégré ça. C'est-à-dire, il y a des artistes, moi je vois l'exemple d'une artiste canadienne anglophone. Elle est mère de famille, elle a 5 gosses. Elle sort des albums tous les ans. Elle ne fait pas un seul concert, elle fait entre 300 000 et 400 000 $ par an avec sa musique. C'est ce qu'on appelle une bedroom star, une célébrité de sa chambre. Et ça, c'est les nouveaux modèles économiques, donc c'est des entrepreneurs. Il faut rassurer l'artiste sur la voie vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il ne va pas devenir un grand méchant loup, où il ne va pas devenir un salaud, où il ne va pas perdre son côté artistique. Mais il faut lui donner l'habitude de contrôler ce qui est fait avec son business. Même si il reste un artiste qui continue à faire rêver les foules. Donc il faut qu'il soit capable de choisir les bons partenaires pour son business et de choisir les bons accompagnants pour mener à bien ses buts. Donc effectivement, il faut qu'il soit accompagné et qu'il faut qu'il prenne l'habitude d'être accompagné. Il faut qu'il prenne l'habitude de voir dans le paysage artistique aussi des gens qui sont issus du business, que ce soit des avocats, des managers dans tous les sens du terme, des tourneurs, des conseillers dans tous les sens, que ce soit au niveau de l'image, au niveau des déplacements, au niveau des collaborations, etc. C'est ça qui va faire toute la différence. Et je pense que c'est ce qui manque en France. On est un peu en retard là-dessus. On n'est pas en retard qu'en France. Hein.
On est en retard, même en Angleterre, ils sont un peu en retard. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est aussi largué que ça, mais on a légèrement plus de retard parce qu'on est, je pense, dans un registre plus affectif et plus, je dirais, associatif et plus subventionné. Voilà, ouais. Ça, c'est mon côté Van Damme qui revient. Et donc, du coup, on est moins risqueur. On se dit, bon, bah voilà, je suis artiste, déjà, c'est un job, et le reste, c'est pas mon problème. Et non, là, il faut un petit peu faire le tout en même temps. Et la beauté, en fait, de la période où on est en train d'arriver, c'est que, justement, il y a tout un tas de métiers qui sont en train d'exister et qui vont être indispensables à l'artiste pour être indépendant et financièrement et artistiquement. C'est beaucoup plus facile pour un artiste d'être approché par une marque et d'être approché par des labels quand il est, on va dire, quand il a une forme de majorité et d'indépendance à ce niveau-là. Parce qu'il va pouvoir déjà parler pied à pied avec les gens en disant « moi c'est ça que je veux, c'est pas ça que je veux » et j'ai les arguments pour faire valoir ce que j'avance, pour affirmer ce que j'avance. Et pour ça, il faut progresser là-dedans. Et ouais, et donc, mais voilà, il y a une explosion de tout ce qui est label service. Oui, c'est ça. Voilà. Aux États-Unis, il y a, enfin en Angleterre, il y a Absolute Management. Au niveau mondial, il y a enfin plein de choses. Il y a Caroline, il y a Red, il y a Awal. En France, on a Zimbalam. Bon, c'est plus de la distribution, mais on n'a pas encore vraiment de l'accompagnement qui ne soit pas une usine à gaz ou une usine à artistes. C'est-à-dire même au niveau international, ça n'existe pas. Et je pense que c'est ce qu'on est en train d'inventer à la française, de la manière française. C'est-à-dire quelque chose qui allie le côté affectif avec le côté business. Et je pense que ce sont des métiers qui sont juste en train de naître et qui méritent vraiment que les artistes se penchent dessus parce que ça va vraiment être vital pour eux. Si je prends l'exemple de T-Mobile, j'ai cherché immédiatement à connaître l'ampleur et les territoires en fait concernés par la synchro. L'image en fait de Jennifer Page dans la synchro, bon, elle n'était pas présente, mais comment la chanson est utilisée? Est-ce que c'est valorisant ou pas? En l'occurrence, là, c'était quelque chose, c'était sur le registre de l'humour, c'est-à-dire que c'était une star du baseball qui cherchait en fait à avoir la bonne frappe. Donc il commençait par jouer du métal, après du hip-hop, et puis après il jouait un truc girly, qui était crush. Voilà. Et le mec réussit sa frappe là-dessus. Et donc voilà, bon, l'humour, etc., etc. Donc du coup, ça permet de voir un peu comment exploiter, en fait, je dirais, les dérivés, les retombées de la synchro. Donc j'ai regardé un peu, voilà, T-Mobile, c'est 72 millions d'abonnés, comment on peut rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut s'arranger pour que le président de T-Mobile s'intéresse à Jennifer Page. T-Mobile est aussi en Allemagne, Jennifer a bien pété en Allemagne récemment, est-ce qu'on peut faire des choses, est-ce qu'il y a des goodies qui sont vendus sur le store T-Mobile, est-ce que T-Mobile travaille avec des célébrités, etc., etc. En fait, il y a cette volonté très anglo-saxonne de rebondir tout le temps et de tout le temps ajouter de la valeur, en fait. Oui. En fait, c'est dans la dynamique de création de valeur. Exactement. C'est-à-dire que on cherche tout le temps à démultiplier. Je vais te prendre un exemple. À un moment, Jennifer me dit « Ah tiens, il y a un jeune Australien qui s'appelle William Singe. Il a repris mon refrain pour faire une nouvelle chanson. » Je fais « Ah bon ?» Ouais. Donc on écoute et tout. Je fais qu'est-ce qu'on fait? On le rentre dedans ou pas? Elle fait « Je sais pas, j'aime bien. » Je fais « Ok, bon. » Et puis je regarde cet artiste et je me rends compte en fait qu'il fait une tournée américaine. Il fait Los Angeles, Nashville.
Et, et je voyais en fait que les fans commençaient à se friter entre les fans de Jennifer Page et les fans de cet artiste en disant oui, t'as piqué la chanson, etc. Et j'ai proposé l'opération. Je dis mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas une unification? Est-ce qu'on ferait pas un truc intergénérationnel? Lui, il est tout jeune. Bon, toi, t'es des années 90. Est-ce qu'on peut pas vous réunir sur scène? Et lui, il chante sa chanson, et à un moment, toi, tu chantes Crush. Et Tribute, etc. Enfin, oui, pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, j'ai appelé le manager de Will.i.am en disant écoute, est-ce qu'on peut pas faire un truc à Los Angeles? Est-ce que Will.i.am peut pas inviter Jennifer? Et puis, ça fera un bon petit clin d'œil, etc. Parce que j'ai vu que c'est sold out, il y a peut-être 10 000 personnes. Ça peut être cool. Donc, voilà, Will.i.am dit ouais, ok, super, etc. Et voilà, on s'est arrangé. Donc, le management de l'artiste a payé l'avion parce que, bon. De France, on ne connaît pas trop les distances, mais bon, Nashville-Los Angeles, c'est quand même c'est beaucoup. C'est un peu comme Paris-New York, presque. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, ça a permis un peu de réunir les fans, et c'était une bonne idée, parce que Will.i.am, après, 4 mois après, il était dans le top 2 anglais. Ah oui. Avec, donc, c'était intéressant. Donc, effectivement, ça, c'est la façon dont j'essaie de travailler. C'est-à-dire de partir de petits événements et de leur donner, de maximiser leur portée. À la limite, j'ai même pas l'impression que ce soit si différent, hein, parce qu'un anglais branché, il voudra pas être sur le Mirror. Il préférera être sur un petit vlog avec 10 000 followers que de se retrouver sur le Mirror ou sur la BBC, enfin pour certains. Je sais que même avec Jennifer Page, quelquefois j'ai ce truc-là où elle me dit non, moi je veux être. Ouais, mais bon, il faut avancer quoi. Et c'est vrai que, en plus en France, je pense que c'est encore plus prégnant dans le sens où on a de moins en moins d'émissions, on a de moins en moins de presse, on a de moins en moins, je dirais, de médias offline. Qui offre une visibilité intéressante sur des niches. Donc maintenant, quand on veut sortir en offline, on n'a pas beaucoup de choix. On va avoir le trash, on va avoir la santé, c'est-à-dire oui, machin, j'ai un cancer, ou j'ai un diabète, comment il a fait l'autre fois Jean Reno. Il a eu une parce qu'il disait qu'il avait un diabète. Je dis ça parce qu'on s'est retrouvé avec ça en Angleterre, avec le Mirror, où le Mirror voulait parler de la santé de Jennifer, parce qu'il y a eu des soucis un peu dans le passé, et c'était le seul moyen d'avoir une double page dans le Mirror. C'était pas avec son album. Ouais, il y a un boulevard, hein, parce qu'entre ceux qui se sont fait jeter des maisons de disques, mais qui valent toujours quelque chose, mais pas suffisamment pour les maisons de disques, parce qu'elles ont décidé de taper que sur ce qui vend un max, et après ils ouvrent justement les Red, les Caroline et blablabla pour mettre tout le monde au placard. Ils se démerdent en payant le label service, mais qui est pas un label service parce que c'est une espèce de major du label service, donc c'est le même problème. Ceux qui ont décidé d'être indépendants, qui ont les fans, qui ont l'argent, qui ont l'historique, mais qui savent pas comment faire exactement, alors qu'ils savent comment, c'est déjà des entrepreneurs, etc. Et puis ceux qui sont en major mais qui sont au placard, donc mais qui ont de l'argent. Il y a pas mal de boulot et il n'y a pas beaucoup de gens, et il n'y a pas beaucoup d'équipes en fait quand tu cherches. Ouais. Je me suis aperçu de ça quand tu... Et puis surtout la segmentation du marché. Ces histoires de niche mondiales ou même nationales, ça permet ça peut permettre à beaucoup d'artistes de vivre. Mais d'une façon qui peut paraître complètement absurde si on se base sur l'ancien système. Mais si tu pars du principe qu'au lieu de faire du buzz, tu vas toucher les fans, tu as une nouvelle économie en fait qui s'ouvre. Et tu as besoin de personne. Et il faut juste être obsédé par les fans. J'imagine qu'il y a aussi une part qui est générationnelle aussi. C'est-à-dire que moi quand je vois, moi j'ai beaucoup d'amis qui ont moins de 30 ans, on va dire, et tu te rends compte en fait que pour ces générations-là, en fait, ce qu'on considère comme étant le numérique, pour eux, c'est la vie. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire que tu te retrouves avec des relations uniquement numériques. Toi, tu dis, mais là, je prends un exemple, poussé exprès, mais
mais on se voit quand? Il va falloir qu'on se voit, quoi. Mais non, mais on est déjà ensemble. Non, là, c'est que des photos. Tu vois, je veux dire. Ouais. Et c'est là, tu dis, mais non, mais il y a un putain de gap, en fait. Parce que pour eux, c'est la vraie vie. Ouais. Tu vois, et pour toi, c'est. Et c'est ça, en fait, au niveau du marketing. Je pense qu'il y a toute une génération qui se dit, bah, le numérique, c'est pas la vraie vie. Ouais. Donc ça sert à rien, c'est du fake, c'est du virtuel, on va rien avoir. Alors qu'il y a une autre génération qui se pose même plus la question, qui se dit, ça, c'est la vie.